J'ai enquêté personnellement pendant 6 mois sur cette opération Lititi Mboka. D'abord, il y en a eu 2. Dont la nuit du vendredi 11 mai 1990 au matin de samedi 12 mai 1990, se sont déroulées 2 opérations Lititi Mboka. La première s'est déroulée à partir de 19h. À partir de 19h parce que Dieudonné Ilonga, qui était le directeur de la SNEL, du directeur provincial de la SNEL, avait reçu l'ordre du gouverneur, Koya Diallo Mbasete Gerengo, d'éteindre, de couper le courant sur le campus. Et donc, quand le courant est coupé, c'est alors que intervient la première opération Lititi Mboka. Cette opération Lititi Mboka était destinée à quoi? Elle était destinée à frapper les étudiants qui avaient commis un viol collectif sur la nièce du général Baramoto, n'est-ce pas, Marie-Rose Baramoto, n'est-ce pas, la laissant pratiquement à l'article de la mort. Deuxièmement, qui avait chassé tous les étudiants qu'on avait appelés les forestiers, c'est-à-dire ceux qui venaient du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Équateur. Donc, ils ont tous été expulsés. Mais aussi, c'était pour récupérer 4 étudiants, un certain Mangue, Yokoto et Zongia, ils étaient 4, qui avaient été battus à mort, dénudés, jetés dans un trou et brûlés. Pourquoi? Parce qu'on avait dit d'eux qu'ils étaient des mouchards. Ce qui est exact, c'est-à-dire qu'ils renseignaient le gouverneur Koyadialotek Balngasete Gerongo. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous les agents de renseignement dans le monde entier sont recrutés d'abord dans les universités. Et donc ces étudiants, effectivement, renseignaient le gouverneur sur les choses qui se passaient là-bas. Et ils avaient des tenues d'impair, plus quelques Motorola, mais on a prétendu qu'ils avaient des revolvers, ce n'est pas vrai. Et donc, ça c'est la première opération de Lititi Mboka. C'était pendant cette opération que l'étudiant Ilombe, qui était en première année de langue et littérature africaine, sera frappé. Je crois qu'il habitait dans le Home Taïbas. C'est là où il sera frappé. On va le précipiter du haut de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée. Mais il ne mourra pas ce jour-là. Ilombe va mourir le 18 mai, c'est-à-dire à peu près une semaine. Une semaine plus tard, à l'hôpital Jekamine Sud. C'est, d'après mon enquête, le seul étudiant qui est mort suite aux coups qu'il a reçus, notamment des coups de baïonnette, parce que les auteurs de l'opération de Lititi Mboka étaient en fait tous, n'est-ce pas, des militaires, des policiers, des militaires, de la garde civile notamment, qui étaient venus, qui ont été recrutés, qui ont été appelés par Koya Diallo pour venir, n'est-ce pas, exercer des représailles sur les personnes dont je vous ai parlé, qui avaient violé Marie-Rose Baramoto, qui avaient, n'est-ce pas, jeté dans un trou ces agents de renseignement. Et à l'époque d'ailleurs, la circulation à l'intérieur du campus avait été changée. Donc on roulait à gauche. On devait rouler à gauche et Marie-Rose Baramoto, qui revenait de la ville à bord d'une voiture Peugeot de couleur blanche, arrive donc à la barrière de la Cassapa. On lui demande de descendre. On lui dit, écoute, tu dois descendre, tu ne peux pas entrer avec la voiture. Et elle commence à discuter avec ses collègues, ce sont des collègues étudiants. Alors le ton monte, n'est-ce pas? On commence à l'insulter, on la traite de tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas, de Boende ou je sais pas moi, de Badolité. Et elle leur répond en français, vous êtes tous des fils de pauvres. Alors c'est en ce moment-là que les étudiants se sont fâchés et qu'ils l'ont ramassé et ils l'ont fait ce dont je devais vous parler tout à l'heure. Donc c'est en ce moment-là que ces événements vont prendre une tournure tragique. Mais en fait c'est depuis le 8 mai que une tension régnait sur le campus. Une tension régnait sur le campus, pourquoi? Parce que un gouvernement avait donné de l'argent au consul belge qui s'appelait Conrad Rouvroy à Lubumbashi pour financer des manifestations et une sorte d'insurrection sur le campus. Et c'est le professeur Mufutaka Bemba, le doyen de la faculté des lettres, qui avait reçu cet argent. Et ils ont recruté un certain nombre d'étudiants pour entretenir le mouvement insurrectionnel. Donc, au début, c'était des simples revendications d'étudiants, hein, la nourriture, il n'y a pas assez de chambres, n'est-ce pas? Entre nous, soit dit, l'opération Lititi Mboka n'a concerné que les internes, c'est-à-dire les étudiants qui logeaient sur le campus. Pas les autres, n'est-ce pas? Et notamment, n'est-ce pas, Victor Piluka,
n'est-ce pas, n'était pas du tout concerné parce qu'il est venu raconter n'importe quoi. Lui logeait à l'entrée du campus à la sacristie, hein, chez un ami là-bas, un curé, qu'il avait logé là-bas. Donc il n'a rien vu de ce qui s'était passé, ni lors de la première opération Liti Mboka, qui se déroule à partir de 19h15, ni lors de la deuxième opération Liti Mboka, qui, elle, va se dérouler vers minuit, vers 23h15. Alors, la deuxième opération Liti Mboka, ce sera pour que, était destinée à ramener sur le campus les étudiants qui en avaient été expulsés depuis 3 ou 4 jours. Donc les étudiants du Bandundu, de l'Équateur, ceux qu'on appelait donc les forestiers. Donc la première opération, c'était pour frapper les étudiants qui, donc les meneurs, n'est-ce pas, de l'insurrection à l'intérieur du campus, les agitateurs. Et la deuxième opération, les Titimboka, c'était pour réintégrer les étudiants dont les chambres avaient été confisquées, les syllabus brûlés, et ainsi de suite. Voilà la deuxième opération des Titimboka qui va se terminer à peu près vers 4 h du matin, n'est-ce pas, le samedi 12 mai 1990. Voilà le... alors, maintenant... Et la Belgique va s'en servir pour frapper durement le régime de Mobutu. Au mois et de ça juin... sera le début, oui, le début. Voilà. Mais la Belgique, c'est un article de Colette Brackman justement, qui va dire... C'est une collègue journaliste, mais en ce moment-là, je crois qu'elle a oublié les règles les plus élémentaires de, n'est-ce pas, du code de la Swell. Elle prétend que des passagers d'un vol en provenance de Kinshasa et qui avaient fait escale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, auraient parlé de graves événements qui se sont déroulés à Lubumbashi. Hein? Regardez, donc des passagers d'un vol au départ de Kinshasa qui ont fait escale à Abidjan en Côte d'Ivoire parlent d'événements qui se sont passés, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Elle précise plus ou moins la date, donc dans la nuit du 11 au 12 mai. Mais comment ça? Mais à Lubumbashi même, personne n'était au courant de rien du tout. Personne n'a jamais rien su. Et finalement, lorsque je menais l'enquête, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les noms des étudiants prétendument morts ou disparus, qui figuraient à la page 187 de la commission des assassinats et de droits de l'homme, de la CNS, de la Conférence nationale souveraine, page 187. Eh bien, dans les annexes, eh bien, ce document a affirmé que 63 étudiants étaient morts ou avaient disparu. 63 étudiants, c'est un chiffre énorme. Sur un campus, mon cher Kerouin, il ne vous apprend rien, il est difficile de cacher un étudiant. Parce que partout où il passe, il laisse des traces. Il laisse des traces au restaurant, s'il y a un restaurant. Il laisse des traces dans sa chambre, puisqu'il a des copains, des collègues avec lesquels il partage des chambres. Il laisse des traces à l'amphithéâtre, quand il va au cours. Il laisse des traces au laboratoire. Il laisse des traces, n'est-ce pas, à la bibliothèque, dans la salle de sport. Donc partout, il laisse des traces. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liste des 63 noms et on est allé vérifier. On est allé vérifier à la Paritora les inscriptions. OK? Et on s'est rendu compte que sur les 63 noms, 36 étaient fictifs. Ils n'étaient connus nulle part. On n'en a jamais entendu parler. Et nous avons voulu savoir comment expliquer que ces noms apparaissent sur, n'est-ce pas, la liste, sur l'annexe des étudiants morts et assassinés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est feu Monseigneur Kabange qui avait rassemblé, n'est-ce pas, les mamans catholiques. Il y avait une association de mamans catholiques à Lubumbashi qui leur avait demandé de donner les noms de leurs enfants. N'est-ce pas? Ces enfants existaient, mais n'étudiaient pas au campus. C'était des jeunes gens qui restaient à la cité, mais ils existaient. Or, l'opération Liti Mboka n'a concerné que les internes. Ceux qui avaient passé la nuit du 11 au 12 mai sur le campus. Ceux qui avaient passé la nuit dehors n'étaient pas concernés. Et donc, on a trouvé que 36 noms étaient des noms fictifs. Les autres, eh bien, on a mené une enquête. On a mené des enquêtes. Et figurez-vous, mon cher Kerouin, que nous sommes partis avec une voiture banalisée sur le campus et nous avons filmé les 27 étudiants restants. Ils étaient là, on les a filmés. Tous, ils étaient vivants. Et je suis parti d'ailleurs à Genève en 93, au mois de mai, pour aller porter la contradiction aux gens, à des étudiants qui avaient, semble-t-il, organisé une manifestation pour célébrer le 3e anniversaire du fameux massacre de Lubumbashi. Je leur ai dit, écoutez mes chers amis, je vous apporte une très bonne nouvelle. Les gens se sont retournés parce qu'ils n'attendaient pas. Je dis, mais quelle bonne nouvelle? J'ai dit, écoutez, les étudiants qu'on avait cru morts,
eh bien, ils sont tous vivants. Nous les avons tous retrouvés. Eh bien, mon cher Kerwin, les étudiants se sont jetés sur moi. Heureusement, j'ai fait un peu de boxe. Autrement, j'aurais été tabassé à mort. Tout le monde s'est jeté sur moi, alors que je leur apporte une bonne nouvelle, à savoir que les étudiants qu'on croyait morts sont vivants. Non seulement on les a vus sur le campus, mais ils ont passé les examens, la première session au mois de décembre 90 et la deuxième session au mois de juin 1991. Nous avons retrouvé leur bulletin de points. Donc ils étaient vivants, et c'est une bonne nouvelle. Donc le massacre n'a pas eu lieu. On a raconté de telles énormités que voilà, que si on n'a pas découvert les cadavres, c'est parce que le vol de l'avion, donc l'avion, le DC-10, le Mont Galliema, qui part de Bruxelles hein, et qui termine son itinéraire jusqu'à Lubumbashi pour repartir de nouveau, eh bien les enfants, les corps des enfants avaient été embarqués dans la soute, n'est-ce pas, de cet avion. J'ai posé la question aux spécialistes, hein, n'est-ce pas, de l'aviation. Il m'a dit, mais mon cher Kwebe, c'est impossible qu'en plein vol, on puisse ouvrir la soute d'un avion, puisque quand un avion vole comme un DC-10, il vole à 10 000 mètres avec d'altitude. l'air pressurisé. Mais oui, dedans. mais il est précieux comme un ballon. Et le monsieur m'a dit, c'est qui? Mais c'est le commandant Diasolo d'ailleurs qui me l'a dit. C'est lui qui avait piloté l'avion ce jour-là. On a prétendu que les enfants les corps avaient été parachutés au-dessus du lac Moero. J'ai dit, mais alors on aurait pu découvrir les corps par les pêcheurs du lac Moero. On n'a rien découvert. Donc, non seulement l'avion, le DC-10, qui était arrivé en retard, effectivement, cette nuit-là, la nuit du 11 mai, il est arrivé en retard, pourquoi? Parce que le pilote qui devait prendre, et l'équipage qui devait prendre le vol pour conduire l'avion jusqu'à Lubumbashi, n'était pas prêt. Et il semble, entre nous soit dit, que le pilote avait un peu forcé sur la bouteille, qu'il était un peu ivre, donc il n'était pas trouvable. Le temps de chercher un autre pilote, tout ça, et finalement, c'est le commandant Diasolo qui s'offre. Il dit, bah, écoutez, ça ne fait rien, comme mon collègue pilote n'est pas disponible, moi je vais prendre les commandes de l'avion et je vais conduire l'avion à Lubumbashi. C'est la raison pour laquelle l'avion est arrivé en retard. Et pour ceux qui connaissaient un peu Air Zahir, qu'on appelait d'ailleurs à un moment donné... peut-être. Voilà. Donc, qu'un avion d'Air Zahir arrive en retard à Lubumbashi, ce n'est pas une information. C'était en fait d'habitude, c'est un avion qui arrivait généralement en retard. Comme ce jour-là, n'est-ce pas, le vendredi 11 mai 1990. Donc l'avion est arrivé en retard et le lendemain, à 7 h du matin, l'avion a embarqué pour, n'est-ce pas, faire escale à Kinshasa et terminer sa course à Bruxelles. D'autres ont dit que non, les corps des enfants avaient été brûlés dans le four, n'est-ce pas, de la cheminée de l'usine de Gécamine. Mais c'était impossible. D'abord, comment les transporter? Entre la Cassapa, nous avons fait la distance entre la Cassapa et l'usine, il faut compter à peu près 6 heures avec un cadavre, n'est-ce pas? Or, les derniers assaillants, donc ceux de l'ITI Mboka numéro 2, qui avaient commencé à 23 heures, sont partis du campus vers 4 heures du matin. Donc vous prenez 4 heures du matin plus 6, ça fait 10 heures. Et donc quelqu'un transporte un cadavre sur son dos pour aller le brûler dans le four de la Gécamine, et personne ne les voit. D'autre part, quand on parle du four de la Gécamine, mais c'est un four qui brûle à plusieurs centaines de degrés. Vous ne pouvez pas vous en approcher pour jeter un corps. Vous devez mettre ce corps sur un chariot, comme on le fait d'ailleurs avec les minerais. Hein? Mais les gens qui travaillent là-bas, ce sont leurs enfants. Donc ils auraient laissé passer leurs enfants, donc on aurait donné à ces gens-là des enfants qui leur appartiennent pour qu'ils puissent les brûler dans les fours. C'est absolument impossible. Et puis, dernière preuve qu'il n'y a pas eu de massacre, ce qui est une bonne nouvelle, mais à la CNS, on a demandé aux parents de se manifester. On n'en a pas vu un seul. Donc le seul étudiant Ilombe qui est mort le 18 mai 1990, suite non seulement au coup reçu, mais parce qu'il a été balancé par-dessus le balcon. Il avait été interné à l'hôpital Gégamine Sud, il n'était pas transportable, autrement on l'aurait transporté, parce que les 4 étudiants, les fameux mouchards, eux ont été transportés, les uns en Afrique du Sud, les autres, n'est-ce pas, en Suisse. Et c'est ça qui les a sauvés. Ils ont tous été sauvés. Donc le seul mort comptabilisé, par mon enquête, mais je peux me tromper, et je demande qu'on vienne m'apporter la contradiction, je peux me tromper et faire amende honorable, je ne suis pas parfait, je ne suis pas omniscient. Eh bien, le seul étudiant mort, c'est Ilombe, étudiant en langue et littérature africaine, mort le 18 mai 1986. Il était originaire d'Ilebo, et c'est là où il a été enterré. Voilà. Et voilà donc toute l'affaire de l'ITI Mboka, qui évidemment va être amplifiée, gonflée. On va décréter un embargo diplomatique, financier et tout. Et c'est ainsi, effectivement, là vous avez parfaitement raison, Kerwin, que c'est en ce moment-là que va commencer la descente en enfer, n'est-ce pas, du pays et donc de Mobutu.
de 90 jusqu'à ce qu'en 97,